Bambuta ngari mampolo menino luta Tizonze no Zonze noe Imuma cheleka Zonze noe Imuma cheleka Meno kumbwani ye kama cheleka Tala Congo tukula Jitise no Congo Namundiatulu namumanzulu namunzonzolo Jitise no Congo Mumakanda mubindiku mumalongo Jitise no Congo Zonze noe Nimubacheleka. Bonjour, peuple congolais. Ici, c'est Thé Congo. Le Congo des thé travailleurs. Le Congo des thé technocrates. Le Congo des thé tranquillité. Le Congo des thé transfert. Chers compatriotes, bien que le coronavirus est venu voler la vedette ces derniers jours, il ne faut pas oublier que M. Sassou Nguesso est 100 fois pire que le coronavirus. C'est lui que nous avons appelé Sassou-Viru dans l'une de nos vidéos déjà en ligne. C'est lui notre adversaire. C'est lui que nous combattons et non le coronavirus. La deuxième partie concernant les partis politiques qui fait l'objet de cette deuxième vidéo va concerner la période après la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour. Elle comprendra deux périodes. Celle du multipartisme, c'est-à-dire de la conférence nationale souveraine jusqu'en 1997, et celle depuis le retour de Sassou Nguesso le 5 juin 1997 jusqu'à présent. Peuple congolais. Au début de l'année 1990, la situation politique au Congo avait été caractérisée par la remise en cause du régime socialiste, en inadéquation avec les réalités culturelles congolaises. Grâce aux tensions sociales, la libéralisation du jeu politique avait été enclenchée. Et le moment le plus important fut celui de l'organisation du 8e congrès de la Confédération syndicale congolaise, la CSC, du 7 au 11 septembre 1990, au cours duquel l'idée du dialogue national avait été émise. C'était le moment de la rupture des évidences politiques et culturelles, avec la déclaration de l'indépendance du syndicat vis-à-vis du PCT, de l'exercice de la démocratie intégrale, du retrait du projet de loi sur l'abaissement de l'âge de la retraite à 50 ans, du déblocage des avancements des reclassements, de la révision de la situation administrative avec des effets financiers et de la négociation des conventions collectives. Réticents au départ, les dirigeants politiques de l'époque avaient cédé sous la pression des syndicalistes, ce qui prouve que la grève est aussi un moyen essentiel pour la remise en cause de l'ordre politique, car elle permet l'inversion symbolique du rapport politique ordinaire et met en scène des acteurs dans des différents champs. Ainsi, la direction du PCT avait fait volte-face et s'était réunie en session extraordinaire du 28 au 30 septembre 1990, en décidant d'instaurer le multipartisme et de dissoudre ces cellules idéologiques au sein des établissements scolaires.
les syndicalistes ont été convoqués par M. Denis Sassou Nguesso dans son palais et s'est efforcé de les mettre au pas. En vain, il suspend alors le congrès de la CSC et dissout le comité directeur. Il nomme à sa place un directoire provisoire. Le secrétaire général de la CSC à l'époque, Jean-Michel Bokamba-Yangouma, réplique en appelant les travailleurs à une grève générale. Celle-ci est bien suivie par tous les travailleurs. Sassou demande à l'armée de mater les dirigeants syndicaux. Mais il se heurte au refus du chef d'état-major général des FAC, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Au bout de 3 jours de paralysie générale du pays, Sassou est contraint de céder. La CSC peut alors reprendre son congrès et le pouvoir lui donne satisfaction sur toutes ses revendications. Mais l'année 1990 va aussi enregistrer des faits politiquement lourds de séquence. L'arrestation de certaines personnalités politiques accusées de complot, la parution d'un document intitulé « Appel à la nation » signé par M. Bernard Kolela, Aloïse Moudileno Massengo, André Ombessa, M. Nkouka et Kondi Akala. Mais il y aura aussi l'annonce officielle de l'existence d'un parti politique, le MCDDI, de M. Bernard Kolela. Quand on encourageait la libéralisation de l'espace social en même temps que le multipartisme au régime autocratique africain, l'on craignait spécifiquement ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à savoir le basculement de la société globale dans la violence du fait ayant été trop étouffé, nié, spolié juste dans sa dignité. La transition démocratique va connaître un engouement, va entraîner un enthousiasme politique au Congo, comme partout ailleurs en Afrique. Pour le Congo, il n'y avait pas d'autre finalité que de faire comme l'avait fait déjà le Bénin. Dans ce dynamisme, voici comment les délégations se sont constituées pour participer à la conférence nationale qui deviendra par la suite souveraine. On va donc trouver 64 partis politiques, affichés chacun par 8 membres, 40 associations scientifiques et sociétés savantes, 2 membres chacune, 11 associations non gouvernementales, 2 membres chacune, 90 associations de la société civile, 2 membres chacune, 4 confessions religieuses, 7 membres chacune, 20 représentants de la CSC, 5 syndicats, 1 membre chacun, 5 délégués de la Chambre nationale de commerce et de l'agriculture du Congo, 158 représentants des institutions nationales, 21 représentants des sociétés d'État et sociétés mixtes, 16 représentants des administrations publiques, 19 représentants des ambassades du Congo à l'étranger, 34 représentants du Congo au sein des organisations internationales, 19 autorités anciennes, 7 observateurs étrangers, 52 individualités et enfin 20 représentants des organes de la presse internationale et nationale. À titre de rappel, la conférence nationale souveraine s'est tenue du 25 février 1991
au 10 juin 1991 et avait réussi à arracher un large éventail de concessions au régime, bien que M. Sassou Nguesso soit resté officiellement en fonction, le pouvoir exécutif avait été effectivement transféré à M. André Milongo, Premier ministre élu le 8 juin par la conférence nationale. Mais en dehors de cette élection, il y avait aussi un conseil parlementaire de transition et le Conseil supérieur de la République qui avait été mis en place. Tous ces organes ont été autorisés à achever et veiller à la rédaction de la nouvelle constitution qui a fini à être approuvée par une large marge lors du référendum organisé le 15 mars 1992. La nouvelle constitution avait installé un système présidentiel modifié dans lequel la formation d'un gouvernement reposait sur le consensus d'une majorité parlementaire. Le processus de réforme démocratique a culminé avec les élections présidentielles de 1992 dont plus d'une dizaine de partis avaient pris part, au cours duquel M. Pascal Lissouba de l'UPADES avait été élu président de la République. Entre les deux tours des élections présidentielles, précisément le 11 août 1992, le PCT et l'UPADES signent un accord pour constituer le socle d'une majorité parlementaire stable, gouverner ensemble quel que soit le résultat de la présidentielle et faire campagne commune pour l'élection de Lissouba au second tour de la présidentielle. Critiqué pour cet accord avec le PCT, Pascal Lissouba va déclarer, nous citant, « S'il faut monter sur le dos du diable, nous allons le faire, pourvu qu'on gagne l'élection. » D'abord, les élections présidentielles. Bénéficiant donc du report officiel des voix de M. Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba va emporter le second tour des présidentielles le 16 août 1992 avec 61,32% de voix contre 38,68% pour M. Bernard Kolela. Peuple congolais, nous avons mis ici un tableau, comme vous pouvez le constater. Les colonnes bleues, c'est le premier tour. Les colonnes vertes, c'est le deuxième tour. Au premier tour, il y avait 1 332 825 d'inscrits et 785 981 votes exprimés, qui représentent 90%. Alors, c'est M. Pascal Lissouba qui était en tête, avec 35,9%, suivi de M. Bernard Kolela du MCDI, avec 20,3%, Denis Sassou Nguesso du PCT avec 16,9%, André Milongo avec 10,2%. C'était là les 10 premiers candidats qui avaient obtenu un pourcentage supérieur à 10. Viendront par la suite Jean-Pierre Tshisekedi du RDPS avec 5,8. Joachim Yombi Opango du RDD avec 3,5. David Charles Ganao du UFD avec 2,9. Paul Kaya
avec 1,9. Nkwa Gongara du UPDD avec 0,7. Clément Mirassa du PSDL avec 0,7. Jean-Martin Mbemba UP avec 0,5. Alphonse Soukoulati Poiti URP avec 0,3. Gabriel Bokulo de l'Urne avec 0,3. Madame Agnès Bandou avec 0,2. Antoine Makangou de Amical avec 0,1 et M. Kouka Rudel avec 0,1. Au deuxième tour, il y avait 1 350 241 d'inscrits et le nombre de votants exprimés 825 791, soit 99%. En tête, comme je l'ai dit, c'était M. Pascal Lissoura qui avait obtenu 61,32% de voix contre M. Bernard Kolela du MCDI avec 38,68% des voix. Mais ce qui serait plus intéressant au regard de ce tableau, c'est de voir la configuration régionale qu'offre ce parti politique pour prédire le futur et la vie de cette jeune démocratie naissante encore très fragile. C'est donc l'objet de ce deuxième tableau peuple congolais que je vous présente ici. Nous avons mis en vert le premier dans chaque région, en marron le deuxième et en bleu tous les candidats qui ont obtenu un pourcentage supérieur à 10. Ainsi donc dans le Kwilu, premier, M. Pascal Lissouba de l'UPADES avec un pourcentage de 40%, suivi de M. Tisset Chikaya du RDPS avec 27,9%. En dehors de ces deux premiers, M. Bernard Kolela du MCDI avait obtenu 16,30%. Dans le Niari, seul M. Pascal Lissouba avait obtenu 88,8%. Dans la Bouenza, seul M. Pascal Lissouba avait obtenu 80,2%. Dans la Lekumu, seul M. Pascal Lissouba avait obtenu 91,8%. Dans le Poul, premier, M. Bernard Kolela avec 64,4%. Deuxième, M. André Milongo avec 16,5%. À Brazzaville, premier, M. Bernard Kolela avec 30,10%, suivi de M. André Milongo avec 21,6%. En troisième position, M. Denis Sassou Nguesso avec 20,2% et en quatrième position, M. Pascal Lissouba avec 17,2%. Dans les plateaux, premier, M. Denis Sassou Nguesso avec 58,9%, suivi de M. Charles David Ganao de UFD avec 15,3%. Et en troisième position, M. Pascal Lissouba avec 10,1%. Dans la cuvette, premier, M. Denis Sassou Nguesso avec 47,8%. Deuxième, M. Joachim Yombi Opango du RDD avec 29,2%. Et en troisième position, M. Pascal Lissouba avec 12,8%. Dans la Sangha, premier, M. Denis Sassou Nguesso avec 41,9%. Suivi de M. Pascal Lissouba avec 30,9%.
Et en troisième position, M. Yombi Opango avec 15,7%. Dans la Likwala, premier, M. Denis Sassou Nguesso avec 58,5%. Et enfin, le deuxième, M. Pascal Lissouba avec 24,7%. Quelles sont donc les leçons que nous pouvons tirer de cette configuration? Peuple congolais, il est simple de constater que dans les pays qu'on appelle les pays du Grand Niari, c'est-à-dire Niari, Bouenza, Lekumu, seul M. Pascal Lissouba, qui avait obtenu un pourcentage supérieur à 10%. Et en dehors de ces trois régions, il n'y en avait pas d'autres régions qui se sont comportées ainsi. Alors, est-il une mauvaise chose ou bien une bonne chose? Nous allons tirer les conclusions de cette affiche. Ici, les alliances n'étaient pas encore organisées, n'étaient pas encore faites. On peut quand même interpréter quelque chose qui a attiré notre attention. C'est que dans le pool, bien que M. André Milongo soit originaire du pool et que M. Bernard Kolela, également originaire du pool, les deux, ils avaient quand même obtenu des pourcentages supérieurs à 10. Tel n'était pas le cas dans le Grand Niari. Parce que celui qui suivait tout de suite après M. Pascal Lissouba était M. Paul Kaya, avec 7,3 dans la Bouenza. Comment peut-on expliquer que M. Pascal Lissouba avait été deuxième dans la Sangha et dans la Likwala? En fait, quand M. Pascal Lissouba arrive à la conférence nationale, l'UPADES n'était pas encore créé. Et il était associé à M. Pierre Nzé. C'est son ami, il est resté fidèle à lui. Et donc, quand les élections vont être organisées, M. Pierre Nzé va faire campagne dans la Sangha et dans la Likwala pour M. Pascal Lissouba. Alors, nous allons maintenant voir le deuxième tour. Naturellement, on n'a que deux candidats, M. Pascal Lissouba et M. Bernard Kolela. Ici également, nous avons mis en vert celui qui était premier dans chaque région et nous avons mis en bleu quand le candidat obtient un pourcentage supérieur à 10. Ce qui nous donne dans le Kwilu, premier, M. Bernard Kolela avec 50,8%, talonné de M. Pascal Lissouba avec 49,2%. Dans le Niari, premier, Pascal Lissouba avec 92,7%. Bernard Kolela 7,3%. Bouenza, premier, Pascal Lissouba avec 91,2%. Bernard Kolela 8,8%. Lekumu, premier, Pascal Lissouba avec 98,6%. Bernard Kolela 1,5%. Comme vous pouvez le constater, dans ces trois régions, M. Bernard Kolela n'avait pas dépassé la barre de 10%. Dans le pool, premier,
M. Bernard Kolela avec 86,3%. Pascal Lissouba avait quand même obtenu un pourcentage de 13,7%. Brazzaville, premier. M. Bernard Kolela avec 56,8%. Pascal Lissouba, deuxième avec 43,2%. Dans les plateaux. Premier. Pascal Lissouba avec 66,2%. Bernard Kolela 33,8%. Dans la cuvette, premier. Pascal Lissouba avec 94,8%. Bernard Kolela 5,4%. Dans la Sangha, premier. Pascal Lissouba avec 93,4%. Bernard Kolela 6,6%. Dans la Likwala, premier. M. Pascal Lissouba avec 96,3%. Et M. Bernard Kolela 3,7%. Comme vous pouvez le constater, le même phénomène qui s'est passé dans le Nyari Bwenza Lekumo s'est reproduit dans la cuvette Sangha Lekumo. Pourquoi? Parce que M. Pascal Lissouba avait signé un accord de gouvernance avec M. Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais. Ça, c'était pour les élections présidentielles. Nous allons maintenant parler des élections législatives. Les élections législatives du scrutin du 2 juin et du 23 juillet 1992 ont été à la conformation de l'élection présidentielle dans la mesure où les 6 grands partis vont former des alliances, mais des alliances parfois à contre-nature. Ainsi, on va trouver l'alliance formée par l'UPADES, PCT, RDD, UFD, qui obtiendra 66 sièges sur 125, et l'alliance du MCDDI avec le RDPS qui obtiendra 88 sièges. Contestant les résultats du premier tour et exigeant 12 invalidations, l'opposition a boycotté le second tour du 23 juillet. 6 mois plus tard, il fait appel à la désobéissance civile. Peuple congolais, c'est le tableau qui vous a été présenté ici, avec les alliances qui ont été formées. Les colonnes bleues, c'est l'alliance du MCDDI avec le RDPS, et en marron, l'alliance du PCT, UPADES, RDD, UFD. Le MCDDI avait obtenu 15 députés à Brazzaville. À Pointe-Noire, il avait obtenu 2. Et dans le pôle, il avait obtenu 12, soit un total de 29 députés. Le PCT, 1 à Ouesso, 6 à Brazzaville, 5 dans la Likwala, 1 dans la Sangha, 3 dans la cuvette, 3 dans les plateaux, soit un total de 19. RDPS, 4 à Pointe-Noire, 6 dans le Kwilu, soit un total de 10. UPADES, 1 à Ouesso, 1 à Brazzaville, 2 à Nkayi, 3 à Dolisie, 1 à Moussenjo,
5 à Pointe-Noire, 10 dans la Bouenza, 10 dans le Niari, 6 dans la Likoumou, soit un total de 39. RDD, 4 dans la Cuvette, un total de 4. UFD, 1 à Brazzaville, 1 dans les plateaux, 1 dans le pôle, soit un total de 3. Nous avons défini par divers partis, ce sont les petits partis, et avec les indépendants, soit un total de 21. Alors, avec les accords qui avaient été donc formés, l'alliance du MCDDI RDPS vont avoir 38 députés. Et l'alliance UPADES, PCT, RDD, UFD avec les apparentés, un total de 66. Quelques semaines après l'installation du nouveau gouvernement, la coalition PCT-UPADES était déjà en lambeaux, au point de rupture pour un différend sur la répartition des postes ministériels. Le PCT de Sassou Nguesso, on a voulu plus, une attitude voulue dans le but de déstabiliser le régime de M. Pascal Lissouba. Car selon ses proches de M. Denis Sassou Nguesso, ce dernier voulait à tout prix reprendre le pouvoir. Ce que ne redoutaient pas les leaders politiques de l'UPADES. M. Denis Sassou Nguesso l'avait promis suite à la passation de service avec Lissouba. En Pila, il avait déclaré « Nous reviendrons au pouvoir ». Suite donc au divorce de l'alliance avec l'UPADES, le PCT rejoindra l'opposition URD menée par M. Bernard Kolela. Signe avec URD sa nouvelle alliance, qui dépose la motion de censure le 28 octobre 1992. En réponse, Pascal Lissouba dissout l'Assemblée nationale et appelle à de nouvelles élections pour décembre 1992, qui se tiendront finalement en mai 1993. L'opposition se lance dans une campagne de désobéissance civile qui s'est rapidement transformée en guerre civile à Brazzaville. Peuple congolais, nous vous avons présenté ici le tableau. Lors donc des élections de 1993, après que l'Assemblée nationale ait été dissoute. Donc, les Bleus, c'est la nouvelle alliance formée par le MCDDI, le PCT et le RDPS. Et en marron, il restait donc l'UPADES, le RDD et le UFD. Le MCDDI a maintenu ses députés, c'est-à-dire 15 à Brazzaville, 2 à Pointe-Noire, 12 dans le pôle, soit un total de 29. Le nombre n'avait pas changé. Le PCT, il avait donc obtenu 6 à Brazzaville, 3 dans la Likwala, 1 dans la Sangha, 3 dans la Cuvette, 3 dans les plateaux, soit un total de 16. Lui qui avait obtenu en 92 19 députés, il s'est retrouvé à 16. Le RDPS, 5 à Pointe-Noire, 5 aussi dans le Kouilou, soit un total de 10. Le RDPS
avait également conservé ses députés, avec une petite variation. À Pointe-Noire, il avait obtenu auparavant 6, là il est descendu à 5, mais dans le Kouilou, là où il avait eu 4, il avait en 93, il avait obtenu 1 de plus. Alors, l'UPADES, 1 à Ouesso, 1 à Brazzaville, 2 en Kayi, 3 à Dolisie, 1 à Mosenjo, 5 à Pointe-Noire, 1 dans la Likwala, 1 dans la Sanga, 4 dans la Cuvette, 14 dans la Bouenza, 10 dans l'Inyari, 5 dans la Likoumou, 1 dans le Kouilou, soit un total de 49. Lui qui avait 39 en 1992 s'est retrouvé avec 49, soit 10 de plus. RDD, 1 dans la Likwala, 1 dans la Sanga, 4 dans la Cuvette, soit un total de 6, lui qui avait 4 auparavant. UFD, 1 toujours à Brazzaville, 1 dans les plateaux, 1 dans le pôle, soit un total de 3. Donc il avait conservé ses 3 députés. Et dans les divers partis, c'est descendu à 12. De 21, c'est descendu à 12. Et c'est justement dans ces petits partis et des individualités que l'UPADES était parti chercher ses députés. Alors, avec les alliances MCDDI, RDPS et le PCT, ils se sont retrouvés avec 55 députés, alors qu'avant l'opposition avait 38. L'alliance UPADES, RDD et UFD et les autres étaient de 58. Alors qu'en 92, cette alliance avec le PCT était de 68. Donc, l'alliance de l'UPADES avait perdu d'autres députés. Mais ce qui est ici intéressant, c'est de savoir, c'est de retenir que cette alliance-là avait maintenu sa majorité parlementaire. Suite à cette guerre, des médiations internationales négocient pour une trêve, pour trouver un accord entre toutes les parties afin d'organiser un deuxième tour des élections législatives, considéré comme une base d'une solution pacifique pour la tenue sélective de la nouvelle sélection. C'est ça ce qui est important ici pour retenir. Peuple congolais, nous sommes en train de parler des partis. Ici, j'ai voulu évoquer l'aspect que malgré le nombre de partis, les Congolais n'ont pas pu se retrouver ensemble pour trouver une solution apaisée, pour sauver la démocratie. Les Congolais n'ont pas pu se retrouver entre eux. Il a fallu que des médiateurs internationaux viennent négocier pour eux, pour mettre la paix. Alors, malgré toutes ces fluctuations considérables des alliances, en particulier à la périphérie du système tripolaire, 3 grandes figures sont au cœur de la politique congolaise, qui sont restées fondamentalement opposées les unes aux autres, faisant chacune une stratégie dominante. Ces 3 grandes figures politiques sont les suivantes. URD avec M. Bernard Koléda du MCDDI.
la mouvance présidentielle avec M. Pascal Lissouba de l'UPADES et le FDU avec Denis Sassou Nguesso du PCT. Compte tenu du climat d'instabilité, l'armée va intervenir en installant un candidat de compromis comme Premier ministre, en forçant les principaux partis à former un gouvernement d'unité nationale. Malheureusement, dans ce climat délétère de violence et d'agitation croissante, les principaux partis politiques ont formé leur propre milice, introduisant une dynamique croissante de lutte armée dans une crise politique déjà aiguë. Dès lors, la guerre était déjà ouverte. Se méfiant de l'armée, parce que composée surtout des gens du Nord, M. Pascal Lissouba va créer avec le fonds public des milices présidentielles composées des jeunes originaires du Niari, Bouenza et les Koumou, formés par les Israéliens. Ce sont les Kokoy, les Mamba, les Zoulous, les Aubervillois. 4 bandes vont être formées. Aussi sera créé les ninjas pour Bernard Kolela, les cobras pour Denis Sassou Nguesso, les faucons pour Joachim Yombe Opango et le requin pour Tisser Chikaya. Le 24 décembre 1995 sera signé un pacte de paix par les dirigeants des principaux partis politiques pour renoncer à la violence, pour la dissolution des milices et de leur intégration partielle dans les facs. Dans cet imbroglio, les Congolais sortent de la conférence nationale souveraine avec un actif de plus de 150 partis politiques et plus de 200 associations politiques. Peuple congolais, ce sont les tableaux que vous voyez ici. Nous n'avons pas pu répertorier tous les 200, tous les 150 partis, mais néanmoins, nous vous avons présenté 112 partis, dont vous pouvez consulter. Après une longue période de troubles dans le pays, de crise constitutionnelle et de guerre civile, cette expérience démocratique s'est terminée lorsque l'ancien président autocratique du pays, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso, va engager une guerre militaire le 5 juin 1997. Peuple congolais, un nouveau cycle de guerre civile et militaire va embraser le pays. Les forces présidentielles ayant tenté de désarmer les milices du PCT en prévision des élections présidentielles prévues pour juillet et août, les pourparlers de paix de Libreville en septembre n'ont permis de mettre fin au combat. Après 4 mois de guerre civile, Sassou Nguesso a repris le pouvoir militaire, comme je l'ai dit, et a prêté serment le 16 octobre 1997. En effet, quand Sassou rentre au Congo en février 1997, il avait le sentiment d'avoir tout réglé en France. Son discours lors du meeting du 17 mai 1997 à Oyo est révélateur. Nous citons: « Je suis rentré pour reprendre le pouvoir. Ce qui est sûr, nous gagnerons. Je serai prêt à embraser toute l'Afrique centrale, s'il le faut. » Fin de citation. Voilà, peuple congolais, notre autopsie que nous venons de faire en ce qui concerne les partis politiques.
jusqu'en 1997, de la sortie de la conférence nationale 92 jusqu'en 1997. Mais nous avons également fait un autre constat. En dehors du constat que le pays avait déjà beaucoup de partis, que les partis étaient incapables de se retrouver quand il y avait des litiges, que le parti au pouvoir ne voulait plus reconnaître les jeux démocratiques, ce qui a entraîné des guerres civiles. Alors ce constat, nous l'avons fait, nous l'avons décrit, mais un autre avait été fait. C'est celui de réaliser qu'après la création des partis politiques, il existait une forte moralité de succession à la tête de ces partis. Ce que nous avons constaté, nous l'avons dit, c'est une pléthore de partis politiques qui ont été créés depuis les années 1990 seulement. Et c'est là le constat. C'est que ces partis disparaissent à la même vitesse qu'ils ont été créés. Si au ministère il existe une centaine de partis politiques, sur le terrain, à peine une dizaine de grands partis sont dynamiques, autour duquel se constituent des alliances. Voilà le constat que nous avons pu faire. Nous avons parlé des grands partis. Et oui, parce qu'il y en a eu des grands et des petits. La grandeur des partis se définissait par le charisme des leaders fondateurs. Une mortalité est justement liée essentiellement à la forte personnalité des formations politiques. Ce qui nous a permis de dire, la personne qui a créé le parti, qui centralise toute l'énergie du parti, lorsqu'elle disparaît de la scène politique, soit par décès ou retirée de la scène politique, et encore, au Congo, ils prennent part de la retraite politique. Alors, le parti disparaît avec lui. Sinon, il s'affaiblit. Ça a été l'exemple de Marien Ngouabi pour le PCT. Pascal Elisouba avec l'UPADES. Bernard Kolela pour le MCDDI. Tisser Chikaya pour le RDPS. Yombi Opango pour le RDD. André Milongo pour l'UDR Mwinda. Et Charles David Ganao pour l'UFD. L'espoir qui suscitait la conférence nationale souveraine et l'engouement de la population envers les partis politiques dont ils croyaient fondés sur des idéologies novatrices du XXe siècle s'est vite volé en éclats après la mise en congé ou la disparition des pères fondateurs. Livrés à eux-mêmes, comme des navires sans boussole, ces partis se livrent à un spectacle désolant qui accroît de plus en plus le repli des militants, le dégoût de la politique et surtout le manque total de confiance envers des acteurs dirigeants. Le charisme des présidents fondateurs, une fois éteint, les successeurs peinent à définir une ligne politique digne au-delà des partis pour rassembler les populations autour d'un projet identifiable et surtout capable pour la reconstruction du pays ravagé par les années du PCT. Présentement, il se pose un réel problème démocratique de gouvernance des partis politiques après la retraite ou les décès
des présidents fondateurs, qui de ce fait est devenu un champ de bataille des chiffonniers à la place d'un réel combat d'idées. Voyons d'abord le PCT. Le PCT est devenu une hégémonie aveugle au service de l'écurie familiale. Marien Ngouabi devrait se tourner dans la tombe en voyant ce qu'est devenu le PCT. Le parti du tout pour le peuple, rien que pour le peuple, loin de moi l'idée d'approuver une conception quelconque de perfection dans la doctrine du PCT du temps de Marien Ngouabi. Force est de constater que ce leader œuvrait pour le bien du peuple. Au-delà de la lutte du pouvoir qui battait son plein au sommet de la direction du comité central, Marien Ngouabi ne cessait de se plier pour le bien-être du peuple. L'économie très ancrée sur la prédominance du pétrole offrait une ouverture de perspectives d'emploi acceptable pour les Congolais. Le PCT de Marien Ngouabi avait une âme, une idéologie et une vision future. Après la disparition de ce dernier, le PCT a subi de profondes mutations politiques qui l'ont conduit à l'abandon de l'idéologie marxiste-léniniste en faisant des mutations politiques où l'idéologie glissait lentement vers le régionalisme, le tribalisme avéré. L'ère du PCT avec Sassou a fini par le dénaturer, le galvauder, le dépouiller de son essence en transformant sa devise « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple » en « Tout pour le Nord, rien que pour le Nord ». Encore mieux, « Tout pour le clan, rien que pour le clan ». Le slogan lancé par Léon Angor, Pierre Aboya, Pierre Nzé, tous ressortissants du Nord, lancé à l'ancien président Massamba Deba, nous citons « Tout pour le Sud, rien pour le Nord ». Ce slogan s'avère réel et incontestable aujourd'hui, mais dans son vrai sens. Tout pour le Nord, rien pour le Sud. Le PCT s'est transformé en une épicerie familiale, nous l'avons dit, adoptant la seule philosophie qui leur est encore chère. Le pouvoir est au bout du fusil, pour le bonheur et la survie du clan. La ligne rouge avait été franchie depuis belle lurette. Le PCT ne brille désormais que d'attitudes de voyoutisme, de terrorisme, et je dirais même de dilettantisme politique. Le PCT, garant du pouvoir, est toujours dans des slogans creux, faisant miroiter à certains Congolais un futur meilleur avec la santé pour tous à l'an 2000, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000, l'an 2012, année de l'amélioration de l'offre de santé, nouvelle espérance, chemin de l'avenir, marche vers le développement. Le PCT de Sassou pense que le népotisme et la préférence ethno-régionale sont des principes de base pour la bonne gouvernance. Parlons de l'UPADES. L'UPADES est devenu un champion de catégorie du nombrilisme. Ce parti qui fut un des plus grands partis politiques. Vous avez vu les résultats qu'il a obtenus aux législatives. Ce parti est devenu plus ou moins l'ombre de lui-même, créé sur la base des accords explosifs avec des accords avec le diable.
ces accords ont semé d'intrigues et ont porté à sa tête le président Pascal Lissouba. Adoubé par son charisme, l'UPADES n'a cessé de cultiver en lui les germes de sa propre perdition. Les tergiversations constitutionnelles de 1995 et la guerre qui s'en est suivie, conduite par l'armada putschiste et antidémocratique de Sassou, ont sonné du glas de l'UPADES. Privé d'un président et surtout de son aura nationale et internationale, l'UPADES a perdu son âme et se fourvoie dans des divisions intestines. Les acteurs politiques de ce parti ressuscitent des tensions ethniques et nous pondent une direction collégiale avec 25 vice-présidents. Ainsi, l'UPADES devient un mammouth noyau dans un excès d'orgueil. Il est le premier parti au monde qui a 25 vice-présidents, où tous excellent dans une poursuite d'un gain facile, où tout le monde va être chef. Même si le parti nous épargne du spectacle affligeant, les guerres de succession du père en fils, les Congolais savent bien que l'UPADES n'a jamais été fondé par Pascal Lissouba. Ce dernier n'a servi que de majordome pour ouvrir la porte aux faucons pour accéder au salon du pouvoir. Actuellement, l'UPADES est devenu une pieuvre avec 25 tentacules qui a des réelles difficultés d'avancer, qui se neutralise à tout coup fleuri. Arrivé au pouvoir par démocratie, il fait la louange du PCT qu'il a chassé du pouvoir par un coup d'État. Si hier, on pouvait parler de 3 fois 1, aujourd'hui, on parle de 3 fois 0. 3 représentant les 3 palmiers. En parlant désormais de la bataille du bûcheron, pour la conquête du parti, les uns tirant à boulet rouge sur les autres, l'UPADES est devenu un bateau ivre en plein océan sans commandant de bord, en l'absence d'un processus acceptable par l'ensemble des cadres du parti. La crise de leadership au sein de ce parti traduit l'enjeu de trouver un successeur à Pascal Lissouba. De ces cas d'école du PADES, nous retenons qu'au Congo, il faut faire un parti par région et faire une alliance, et non des 3 régions en faire un parti. Ce parti refuse tout courant qui prend pour engagement de favoriser les conditions d'un nouveau départ de l'UPADES dans un esprit d'unité et de rassemblement. Son avenir, c'est l'éclatement. Parlons maintenant du MCDDI. Le MCDDI est devenu un parti où l'on dit « Je préside au nom du Père ». Les Congolais se souviendront du très charismatique Bernard Bakalab Kolela, qui défendait avec détermination l'idée de la République et de la démocratie. Arrêté et torturé durant des années, il avait fini par emporter une belle victoire, celle de la tenue de la conférence nationale souveraine. Le visionnaire intégriste menait ses militants d'un bras de fer et d'un verbe exaltant qui haranguait les foules à la moindre intonation. Mais la comparaison avec son idole, Mandela, s'est arrêtée là.
4 ans après la mort de Bernard Kolela, les militants découvrent avec amertume que le MCDDI se réduit aujourd'hui à un conflit d'étalage d'égoïsme, à une prostitution politique réduisant le combat d'idées à l'embourgeoisement de ses héritiers autoproclamés. Les incantations mystiques de vieux Bécole, qui servaient à veiller à l'équilibre du parti, sont invoquées désormais pour souhaiter la mort de ceux qui furent un temps la paire gagnante du renouveau MCDI. Je voulais parler de Parfait Kolela et Landry Kolela. Le parti, c'est une affaire de famille. Après donc la mort, après un moment déchirant de la famille, après la mort de leur père, Brice Parfait Kolela a tourné le dos du soleil pour aller boire de l'eau dans le Yuki. Quant à Landry Kolela, lui seul, aujourd'hui regarde le soleil qui a brillé avec le Père, mais aujourd'hui qui est caché dans les nuages sombres de M. Denis Sassou Nguesso. Parlons du RDPS, qui est devenu un parti en décomposition. Là aussi, le scénario est identique aux autres partis. Jean-Pierre Tshisekedi, président fondateur, disparaît en juin 2008, laissant derrière lui un parti en décomposition totale. Une crise interne sur la question de succession mettait en conflit Bernard Bachi et Mabio Mavungunzinga. La réconciliation en 2011 entre les deux protagonistes avait laissé penser que l'orage était passé. Mais la victoire de Jean-Marc Tshisekedi, oui, le fils de Jean-Pierre Tshisekedi, aux élections législatives, avait relancé le débat sur le leadership du parti. Actuellement, Jean-Marc, ministre dans le gouvernement de Sassou, est encouragé par les notables Vili, qui veulent qu'il reprenne le flambeau pour redynamiser le parti et remettre les idéaux du progrès social de son fondateur. Malgré le calme apparent, le RDPS est encore assis sur des braises qui sont réchauffées par le PCT, qui voit d'un mauvais œil l'unité du RDPS. Parlons du RDD, qui est devenu le fait de l'hibernation à la prostitution politique. Quand Jacques Joachim Yombi Opango avait fait son retour d'exil au pays, les militants pensaient retrouver la ferveur et le dynamisme de son leader pour redonner vie à un parti entré en hibernation politique. Mais Jacques Joachim Yombi Opango n'a pu dicter une ligne de conduite véritable de son parti jusqu'à son dernier jour, où il trouve la mort en France. Le fiasco électoral de 2012 fut la résultante d'une incapacité de ces cadres de ce parti de se reprendre en main. Le RDD avait perdu son identité et sa légitimité politique. Aujourd'hui, avec la mort du président fondateur,
la démobilisation des militants prédit que ce parti risque de devenir une antenne du PCT. Au pire, va disparaître dans les années à venir, compte tenu de l'hégémonie du PCT dans la cuvette. Alors que le parti est devenu un canard boiteux, suite à la crise des cadres qui avait fini par entraîner le RDD vers une prostitution politique indescriptible, aujourd'hui, avec la mort de Yombi Opango, cette mort est venue signer, je dirais peut-être sceller l'acte de décès de ce parti. Le fils, Jean-Jacques Yombi Opango, une fois de plus, un fils, sans ambition, nul de son état qu'il est, veut hériter le parti parce que, bien familier, n'a pu être élu député dans le fief de son père. Parlons de Luder Mwinda. Luder Mwinda est devenu une lampe éteinte depuis le décès de André Milongo. Luder Mwinda a prouvé que la lampe qui éclairait la maison Mwinda s'est éteinte. Les militants de ce parti sont dans l'obscurité chaque jour et secoués dans les trahisons de Guy Romain Kimfusha, qui présidait Luder Mwinda. Les dérives politiques de Luder Mwinda, incontestables de Stéphane Milongo, une fois de plus fils de M. André Milongo, et la révolte des militants qui étaient venus pour créer un autre courant baptisé Congrès pour la démocratie et la République CDR de Jean Ngwembe, ont fait que la lampe Mwinda de Yamilos est devenue grippée, avec un réservoir percé, n'a survécu que des ponctions, des perfusions injectées par le PCT. Parlons du UFD. L'UFD est devenu une histoire dans les plateaux. Selon l'actuel président national de l'UFD, Josué Rodrigue Ngwonimba, il avait dévoilé l'intention de fusionner le parti au PCT. Il avait déclaré, nous citons, l'UFD envisage la fusion avec un parti ou un groupe de partis qui aurait un peu plus d'ancrage politique, mais ayant la même idéologie politique qu'elle. Fin de citation. Après la mort de David Ganao en juillet 2012, César Ganao, une fois de plus, le fils du père, a contesté cette résolution de dissoudre l'UFD. Encore moins la fusion avec le PCT. Ne disposant aucun pouvoir dans l'UFD, il n'a donné qu'un coup de pied dans l'eau. L'UFD est rentré dans l'histoire, dans les archives, dans les plateaux. Peuple congolais, on peut en citer des partis, comme nous l'avons dit. Dès lors que le leader s'est retiré, ou il est décidé, ces partis disparaissent. On peut en citer UP de Jean-Martin Mbemba, l'urne de Gabriel Bokilou, MPC de Moudileno Masengo, RDPSEL d'Angèle Bandou, RDR de Raymond Damas Ngolo, RNDP d'Ernest Ndala, UCR de Komo Mankassa, UPR de Camille Bongo, URDC d'Adamo Mateta, URP de Sokolati Poiti,
Rudel de Kouka, Amical d'Antoine Makangou, MRC de Jean-Marie Michel Moukoko. Rien d'étonnant de constater qu'au Congo, où l'homme politique se cramponne à ses acquis, non pour servir le parti, mais pour utiliser le parti à des fins personnelles égoïstes. L'unité construite ou acquise par le président fondateur vole surtout en éclats et les militants perdent toute orientation. C'est le comble de la démocratie à la congolaise. Un fiasco dont seuls les Congolais en sont capables. Souvent, c'est une guerre fratricide qui est déclarée au sein de ces partis, dont l'issue ne présage rien de bon pour notre démocratie. Tous ces partis ont un vrai problème de gouvernance, de non-respect des statuts et des textes qui pourtant devraient régir leur fonctionnement normal. Malheureusement, nous assistons dans tous ces partis aux violations flagrantes des règles démocratiques. Le déficit de perception de notions de gouvernance démocratique, où le fils se croit investi du droit de succession à la tête des partis, où des clans s'érigent le monopole d'absorber les partis, font que les partis deviennent des chasses-gardées familiaux pour promouvoir la culture et le bien-être d'un clan, voire d'une région. Nous avons pourtant tous les atouts pour réussir. Tous les atouts pour être un grand pays démocratique en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde? Malheureusement, nous sommes souvent enfoncés ou enfermés dans notre propre impasse. De ce fait, les leaders des partis politiques dans notre pays devraient s'imprégner des 4 vertus pour insuffler une nouvelle ère démocratique dans notre pays au lieu de jouer au diable. 4 vertus. La première, la lucidité. C'est un état de quelqu'un qui a toute sa conscience, le bon sens, la raison. Les partis devraient briller de cette vertu au regard du crédit qui leur est apporté par les militants. Deuxième vertu, la volonté. Faculté d'exercer un libre choix, gouverné par la raison, manifesté par une décision effective conforme à une intention. Troisième vertu, l'unité. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Quatrième vertu, le respect. Sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Il évoque l'aptitude à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé et d'en tirer les conséquences dans le présent. Aujourd'hui, ce n'est plus l'abîme du PCT qu'il est question. Les Congolais connaissent son échec. La défaillance du PCT, sa déroute, sa ruine, qui ne sont plus à craindre et à démontrer. Le PCT est devenu un mal pour le Congo. Il faut donc le changer. On parle de succession de Christelle Sassou Nguesso à la place de Denis Sassou Nguesso. Le mammouth, le pachyderme est arrivé au bout de son parcours avec son lot d'échecs. Malgré l'inexpérience des malversations financières et de sa nationalité étrangère, Sassou veut imposer son fils.
Dans sa philosophie, Sassou a fait appel aux enfants des pères. Il leur dit, pour leur dire, j'ai travaillé avec vos pères. Et maintenant, je travaille avec vous. Kolela était avec moi. Tisser Chikaya était avec moi. Sassou était avec moi. Ganao a été avec moi. Aujourd'hui, après la phase des pères, je suis avec vous, les enfants. Alors je vous demande, moi aussi, quand je ne serai plus là, il faut que vous travaillez avec mon fils. Voilà la philosophie de M. Sassou aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler de la succession. Sassou pense en amadouant les enfants de ses leaders qu'il va avoir l'approbation de tout le peuple congolais. Ce régime, avec le PCT, sont en phase terminale. Fort est de constater que beaucoup de partis viennent à leur rescousse. Sassou Nguesso a usé de sa constitution de 2015 pour subventionner les partis politiques sélectionnés. Ainsi, sur les 2000 partis politiques que comptait le Congo en 2017, seuls 19 ont bénéficié d'une subvention de l'État estimée à près d'1 milliard de francs CFA. C'est pour cette raison que vous êtes en train de voir M. Tachi Mabiala dire et déclarer qu'il faut encore donner 2 ans de plus à M. Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir M. Brice Parfait Kolela en train de dire nous pouvons aller aux élections parce que toutes les conditions sont réunies. Le 11 juin 2017, date que M. Raymond Zéphirin Mboulou, le ministre de l'Intérieur, va informer les représentants des partis politiques que seuls 49 partis ont désormais le droit d'exercer au Congo. Peuple congolais, c'est la liste que vous êtes en train de voir actuellement. Peuple congolais. Alors, nous avons fait encore un autre constat, un troisième. Je reprends, le premier étant, nous avons dit que les élections, que les Congolais n'avaient pas pu avoir la sagesse de se retrouver pour apaiser le pays. Ils nous ont entraînés avec tous ces partis dans des guerres civiles qui ont entraîné la mort des Congolais. Ils ont formé des alliances à contre-nature. Ils n'ont pas pu sauver la démocratie. Cela que les gens du PCT disaient à la conférence. Un plus malin parmi nous nous avait trompés. En fait, ce n'était pas un malin, c'était un diable. Et c'est sur ce diable que M. Pascal Lissouba est parti monter pour apprendre le pouvoir parce qu'il voulait le pouvoir. Le deuxième constat que nous avons pu faire,